C'est demain que Mark Carney et son cabinet seront assermentés à Rideau Hall. Selon les dernières observations, le cabinet subira un régime minceur. Il compterait de 15 à 20 ministres. C'est une vingtaine de moins que sous Justin Trudeau. Alors, Mélanie Joly, Dominique Leblanc et François-Philippe Champagne conserveraient leur portefeuille. Stephen Guilbeault perdrait l'environnement. On discute de tout ça avec Christopher Nardi, courriériste parlementaire au National Post. Bonjour, Christopher. Bonjour, Catherine. Évidemment, rien de tout ça n'est confirmé encore, mais ça ne nous empêche pas d'en parler. Effectivement. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez entendu? Qui irait ou qui obtiendrait quel portefeuille? Bien, c'est, comme vous dites, toujours en grand changement. En fait, on ne saura pas jusqu'au dernier moment parce que ces choses-là se négocient en temps normal jusqu'à la dernière seconde, encore plus dans un gouvernement de transition qui sera formé demain, mais qui a été essentiellement, le chef a été élu il y a 5 jours. Cela étant dit, vous avez raison, tous les échos semblent indiquer que ce sera un cabinet nettement inférieur à celui qui compte présentement 37 ministres, incluant le premier ministre. Quand même, il faut savoir que de ce chiffre-là, il y en a 7 qui ne se représentent pas. Alors, d'or, il est déjà plus facile de les couper sans devoir les remplacer. Je sais qu'on ne doit pas s'attendre à des nouveaux visages, surtout pas des visages qui ne sont pas élus dans ce cabinet-là. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais la principale étant qu'il faut un certain temps pour les agences de renseignement, par exemple, de faire une vérification des antécédents d'un potentiel candidat pour le cabinet. Ça prend minimum, on dit une semaine, mais je pense plus 2. Et ça, c'est l'accélérer. Alors, ajouter quelqu'un dans un cabinet qui n'a pas déjà été récemment vérifié ou qui n'a pas déjà une cote de sécurité, c'est une tâche herculéenne quand le cabinet se forme en essentiellement 5 jours. Oui, et à un moment donné, c'est une question de légitimité. Déjà que le leader du parti, lui, n'a pas été élu encore. Je pense pas que M. Carney va faire par exprès pour ajouter plein de gens non élus quand déjà, justement, sa légitimité n'est pas en question comme premier ministre, mais les gens se demandent, ou les conservateurs, du moins, les attaquent parce qu'il n'est pas déjà élu. Mais c'est sûr que régime minceur, on parle de changement pour plusieurs ministres. Évidemment, si on coupe de moitié, Anita Anand changerait de poste, elle qui est au transport en ce moment. Oui. On entend souvent parler de Stephen Guilbeault, lui aussi, qui changerait. On ne sait pas tout à fait où, parce qu'il y a quand même une information qui circule à l'effet que le dossier d'environnement et changement climatique pourrait être scindé en 2. Possibilité qu'il en conserve une partie. C'est pas clair, on le saura demain. Mais c'est beaucoup de ces morceaux-là qui tournent. Il y a des reportages qui indiquent que Mark Miller ne serait plus au cabinet, quitterait. Ce qui m'a étonné d'ailleurs, lui qui a eu quand même un certain succès avec sa franchise. sa verve habituelle, son énergie, on va dire ça comme ça. À l'environnement. Mais la question qu'on peut se poser quand même, c'est que, évidemment, on est au cœur d'une crise sans précédent. Là. Je fais référence à cette guerre tarifaire. Est-ce que c'est le temps de faire des gros changements, surtout que, vous l'avez dit, c'est un gouvernement de transition, on est au cœur d'une crise et on s'en va en élection dans pas grand temps? D'où, je pense, l'information à l'effet que un peu les grandes têtes de ce cabinet-là, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. C'est difficile de penser qu'elle changerait de poste. Et l'information veut qu'elle conserve ça. Dominique Leblanc, le ministre des Finances, conserverait son dossier. Monsieur McGuinty, David McGuinty, garderait la sécurité publique. Alors, je pense que les dossiers, disons, névralgiques ou centraux à la relation avec les États-Unis restent en poste pour assurer quand même une certaine continuité. Mais encore, si on s'en va en élection telle que attendu d'ici le 23 mars, soit la veille de la fin de la prorogation, bien, tout ça vaut un peu pas grand-chose, parce que lorsqu'on tombe en élection, bien, c'est sûr que les ministres restent ministres, mais ils sont surtout en campagne électorale. Ils sont concentrés sur regagner leur comté, et donc ils ne sont pas à temps plein dans leur dossier ministériel. Alors, peu importe qui change où dans le cabinet, ça risque d'être un cabinet qui dure au maximum un peu plus d'une semaine. Ensuite, on retombe à l'élection et comment dire, l'incertitude est relancée. À nouveau, tout à fait. Et c'est le mot-clé, l'incertitude en ce moment, parce que quand même, si on résume les dernières semaines, on a quand même eu un premier ministre qui a démissionné. La Chambre a été... il y a eu prorogation. Le président des États-Unis a été assermenté. Il s'est lancé dans une guerre tarifaire. On a répliqué avec des contre-mesures. Et là, on a un nouveau leader au Parti libéral qui va amener le pays en campagne électorale et qui va, entre-temps, nommer un nouveau cabinet. Tout ça est extrêmement rapide. Oui. J'imagine que les conservateurs vont commencer à se demander si c'est pas un peu trop rapide. Ils vont peut-être y aller avec ce genre de critique-là. C'est sûr. Mais ils sont un peu pris. C'est drôle parce que
en termes de critiques sur la vitesse, sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce parce qu'ils réclament une élection, en fait, depuis des mois et des mois, on le sait. Ils auraient préféré que l'élection soit contre Justin Trudeau, le chef libéral, lui qui sombrait dans tous les sondages. Et d'ailleurs, son départ marque maintenant un renouveau, une relance des libéraux sous Mark Carney dans les sondages. Cela étant dit, c'est sûr que les conservateurs cherchent de l'attention en ce moment. On leur a un peu enlevé l'air entre la guerre tarifaire et les États-Unis. Premièrement, la course à la chefferie libérale et maintenant cette transition avec le gouvernement Carney entrant a beaucoup enlevé d'air du parti des conservateurs de Pierre Poilievre et on sent que ça les frustre. En ce moment, sur les réseaux sociaux, ils mettent de l'avant beaucoup de points, ils critiquent les médias, en fait, pour ne pas rapporter assez sur, par exemple, les potentiels conflits d'intérêts de Mark Carney lorsqu'il était à la tête de Brookfield, etc. Alors, on sent cette frustration. Je pense qu'on peut sentir un peu une nervosité par rapport au sondage qui montre Carney qui remonte et qui est de plus en plus vu favorablement par les électeurs comme l'homme qui pourrait mieux gérer Trump que Pierre Poilievre. Une élection, par contre, c'est sa propre réalité, tout change, c'est les 36 jours les plus longs en politique, au minimum 36 jours, tout peut changer. Alors, ça va être une course assez serrée, mais elle va être plus serrée que Justin Trudeau, et c'est sûr que les conservateurs vont lancer tout ce qu'ils peuvent contre Mark Carney, surtout avant l'élection, parce qu'à partir du moment où l'élection est déclenchée, leur possibilité de dépenser est limitée par les lois électorales. Mais ça va être une campagne au cours de laquelle il pourra se passer absolument n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça peut être chamboulé par n'importe qui, notamment Donald Trump. On peut avoir des chamboulements dans le dossier de la guerre, l'invasion de la Russie et de l'Ukraine. Tout peut arriver. On est tellement dans une situation mondiale. Volatile, exactement, complexe. Et c'est sûr que c'est un moment très difficile. On aurait eu des élections d'ici octobre. C'est sûr, c'était la loi. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un très bon moment pour en avoir une. Ça va se passer. Mark Carney ne voudrait jamais permettre à la Chambre de siéger sans qu'il soit premier ministre avec un siège en Chambre, parce que ça aurait donné toute l'attention à Pierre Poilievre, qui aurait passé, on s'entend, chaque période des questions à critiquer une chaise vide devant lui. Alors, c'est pas quelque chose que Mark Carney veut. Il voit les sondages aussi, M. Carney. Il voit l'intérêt de partir, mais ça va être un 36 jours assez particulier lorsqu'on a une guerre tarifaire en cours et une élection sans vraiment de gouvernement ici. Et les défis pour Mark Carney en ce moment sont énorme. Alors, on est au cœur de cette guerre qu'on n'a jamais souhaitée, évidemment, cette guerre tarifaire sans précédent. Il doit mener une campagne électorale, être élu lui-même, amener, évidemment, c'est ce qu'il souhaite, son parti à la victoire. Comment est-ce qu'il va régler accessoirement tous les problèmes qui peuvent survenir à l'interne? Oui. Alors, comment on peut, même avec la meilleure bonne volonté du monde, comment on peut arriver à faire tout ça en même temps? Très peu de sommeil. Oui. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est qu'on dort jamais. Des journées de 36 heures, peut-être. Mais fondamentalement, c'est une tâche monumentale qui est devant lui et il doit le savoir, il doit le voir. Écoute, Catherine, il a été élu chef libéral dimanche soir. Lundi, il rencontrait le premier ministre, le caucus et plein d'autres gens. Le mardi, il a passé déjà la journée au complet avec plein de têtes dirigeantes de la fonction publique pour des briefages. Alors, il est déjà en train de recevoir cette transition vers son rôle de premier ministre qu'il risque de garder officiellement pendant une semaine plus l'élection. Après ça, peut-être après l'élection, s'il est élu, ça continuera. Mais il est en train de autant prendre les rênes du gouvernement que de préparer son parti pour une élection, que de choisir des candidats, que de choisir un nouveau cabinet. Tout se passe en même temps. Donc, il va y avoir des erreurs, sûrement, ou il va y avoir des surprises. Les choses vont être faites très rapidement sur un coin de table. On peut le présumer, là, parce que ça fait 5 jours. D'ici le moment où il va entrer en poste demain, ça aura fait 5 jours qu'il est élu, comme chef libéral, même pas comme candidat. Donc, c'est un peu une tâche impossible. Il est entouré de gens qui lui sont confiants, beaucoup de gens d'expérience dans la scène politique. Marco Mendicino, son chef de cabinet intérimaire, a beaucoup d'expérience en politique. Fait des erreurs aussi. Ça va peut-être lui être reproché. On doit espérer qu'il en a appris de ces erreurs-là. Mais bref, c'est une tâche monumentale et ça va être très intéressant de voir le cabinet qu'il choisit demain. En un mot, en 10 secondes, il va se présenter dans quelle circonscription? Wow! La question à beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de spéculation autour d'un siège à Toronto. Très possible. Edmonton, ça me semble très improbable. On verra bien. Merci, Christopher. Merci.